Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de The Call. C'est la 15e émission de l'année, si je me trompe pas. À chaque fois, j'ai un doute. Et c'est une émission un peu particulière parce que, comme on l'avait déjà fait au cours de l'année avec des classes de seconde, c'est une émission en public. Donc, il y a 3 classes qui sont invitées, les TES 3, les TS 1 et les premières S1, si je me trompe pas. C'est bien ça? Plus quelques personnes qui se sont rajoutées pour participer au débat. Parce qu'aujourd'hui, oui, on fait un débat sur le respect homme-femme. À la table, pour participer au débat, forcément, il y a Hugo Adam qui est le technicien son. Bonjour. Voilà. Il y a Émilie qui est celle qui est à l'origine de ce projet de débat, qui a eu l'idée au début de l'année d'organiser un truc sur le respect. Je vous invite à dire bonjour, Émilie. Bonjour. Voilà. J'ai invité au passage Arthur Simon et Florian Cataldi, surtout Florian qui est très content d'être là. Voilà. Akila est là parce que c'est un membre de la radio qui ne rate pas une seule émission depuis le début de l'année. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a 2 invités de marque, puisqu'on a invité aujourd'hui Corinne Ferré, qui est sénatrice au Calvados. Bonjour. Je vais vous inviter à vous présenter plus en détail dans un instant. Et Monique Pelletier, ancienne ministre de la Condition féminine sous Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour, bonjour Madame Pelletier. Bonjour à tous. Du coup, est-ce que, avant de commencer à poser des questions dans le débat, vous pouvez vous présenter chacun votre tour un peu plus en détail, même si je pense que la majorité d'entre nous ont déjà étudié le sujet. Corinne Ferré, si vous voulez aller en premier. Bien. Et donc bonjour à tous et à toutes et merci de votre invitation, merci de me permettre de me joindre à vous pour cet après-midi dans une nouvelle émission, et vous êtes très nombreux à être présents pour cette émission. Alors je vais essayer de faire rapide, court et pouvoir laisser du temps pour vos questions. En quelques mots pour me présenter, donc je suis Corinne Ferré, sénatrice du Calvados depuis 2015. Je suis au Sénat membre de la commission Affaires sociales et je suis élue jusqu'en septembre 2020. C'est la durée de notre mandat au Sénat. J'ai également une expérience d'élu local. J'ai été première adjointe à la mairie de Caen entre 2008 et 2014. Et j'ai également été vice-présidente au conseil régional de Basse-Normandie à l'époque, en charge notamment de l'éducation et de la formation. Donc des sujets qui vous sont chers, je le sais. Et puis peut-être, si j'ai encore quelques instants, vous dire que je suis caennaise. Je suis née à Caen et je vis à Caen. Et j'ai eu la chance aussi dans ma vie professionnelle, il y a quelques décennies, de pouvoir travailler aux côtés d'une femme qui m'a apporté beaucoup en termes de formation et surtout d'expérience politique au sens noble du terme. J'ai eu la grande chance de travailler avec Yvette Roudy lorsqu'elle a été ministre des droits des femmes et ensuite maire de Lisieux. Et je sais que Madame la ministre Monique Pelletier, vous connaissez. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cette expérience et cette connaissance. Enfin, tout ce que j'ai appris à ses côtés sont aussi très précieux pour moi aujourd'hui. Voilà, en quelques mots. Et merci beaucoup. Bien évidemment disposé à développer et à répondre à vos questions dans quelques instants. Alors, Monique Pelletier, je suis très âgée, de loin la plus âgée de cette assemblée, mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est que vieillir n'est pas triste. On a une liberté de parole, d'action, et finalement, je n'ai jamais eu la crainte de vieillir, ce qui encore est assez répandu. J'ai eu la chance de rencontrer un homme exceptionnel avec lequel j'ai eu 7 enfants. Il a été atteint d'un AVC très grave à l'âge de 50 ans et il est resté 30 ans paralysé et avec des lésions cérébrales en Normandie, car je suis un peu normande, je suis née à Trouville, j'y ai passé toutes mes vacances d'enfant, j'y ai passé l'année de la guerre de 40 au lycée de Deauville, et j'y suis revenu ensuite dans la maison qui avait été occupée par les Allemands, mais qui avait été libérée lors du débarquement. J'ai fait une fugue en Bretagne et suis revenu, et c'est à titre définitif, dans le pays d'Auge, sur la commune d'Auvillard, près de Bonnebeau, entre la mer et Lisieux, et un peu plus loin de Caen, mais pas assez loin pour que j'y sois de temps en temps et le plus souvent possible. Sur le plan politique, j'ai eu la grande chance
d'être ministre, et c'était après Françoise Giroud, qui était restée 1 an secrétaire d'État. J'ai eu la grande chance d'être ministre auprès d'un président qui avait perçu très exactement les attentes des femmes, qui n'était sûrement pas un grand féministe, mais qui avait senti qu'il fallait faire bouger les choses, faire avancer le fait que les femmes aient accès là où elles n'avaient pas accès, et bref, que les femmes soient reconnues comme autre chose que seulement mère au foyer. Il a été battu en 1981, j'ai repris la profession d'avocat que j'avais exercée avant. J'ai ensuite été nommé au Conseil constitutionnel où j'ai terminé le mandat de Roland Dumas, qui avait dû démissionner parce qu'il était impliqué dans une affaire. J'y ai passé 4 ans et je suis redevenu avocat jusqu'à il y a 3 ans. Voilà ma vie, et je viens d'écrire un livre qui a eu pour moi le grand avantage que j'étais totalement libre de ce que je pouvais ou ne pouvais pas dire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Voilà. Merci beaucoup, Madame Pelletier. Je pense que du coup, on va passer aux questions. Du coup, la forme de l'émission, ça va être interview-débat. Je pense qu'il y a une classe, en tout cas, qui a préparé quelques questions. On va les poser. Et si les réponses soulèvent des objections, n'hésitez pas à lever la main pour rétorquer, pour dire ce que vous pensez des sujets abordés. Et le thème général, c'est le respect homme-femme, mais on peut déborder comme on en a envie. Et pour commencer l'interview-débat, j'aimerais beaucoup que Zoréa pose la première question. Alors, ma question est la suivante. Quelle est votre définition du féminisme, Madame Monique Pelletier? Eh bien, pour moi, le féminisme que j'ai exercé, je crois, tout à fait sincèrement, mais d'une manière assez tranquille. Je n'ai pas été une féministe militante dans la rue, mais je ne vois pas pour quelle raison les femmes n'auraient pas les mêmes droits que les hommes et ne seraient pas admises là où les hommes sont admis. Je pense que hommes et femmes doivent, et ils ont appris déjà, mais doivent continuer d'apprendre à vivre ensemble. Merci beaucoup. D'ailleurs, on en parlait sur le trajet avec Louise Vassal sur la définition du féminisme, parce que vous disiez que vous n'étiez pas très militante en soi, que vous êtes juste battue pour l'égalité. Louise Vassal, est-ce que tu veux exprimer ton opinion là-dessus ? Bien, moi, justement, j'en parlais avec Maxime parce que on parlait du fait de mettre un mot sur une pensée, donc le féminisme. Et en fait, j'étais en train de dire que pour moi, le féminisme, c'était quand même le fait de militer, et que pour moi, la cause de l'égalité homme-femme, c'était pour moi pas une cause à défendre, puisque en fait, ça va de soi. Et ne pas être féministe, c'est ne pas être humaniste, en fait. Voilà. Allez-y. Est-ce que vous avez une objection là-dessus, ou est-ce que vous êtes en totale adéquation avec cette vision du féminisme ? Je suis pas en totale adéquation, parce que lorsque vous dites l'égalité homme-femme, ça va de soi. Oui, bien évidemment, on va dire, c'est normal. Sauf que dans la réalité, on constate chaque jour dans différents domaines que malheureusement l'égalité n'est pas réelle. Alors le mouvement féministe, ou le caractéristique de dire être féministe, eh bien effectivement c'est croire en des valeurs et défendre des valeurs qui vont dans le sens de l'égalité entre les hommes et les femmes. La moitié de la société est constituée de femmes. Il n'y a absolument aucune raison que les femmes n'aient pas les mêmes droits au sens large que les hommes. Et comme je vous le disais, dans les actes et dans les faits, on constate des inégalités. Eh bien, par nos actions, par nos propos, nous pouvons défendre cette cause et faire évoluer les choses pour que on puisse constater ensuite, dans quelques années peut-être, parce que il faut beaucoup de temps parfois pour faire changer aussi des mentalités, des comportements. La loi peut obliger à certaines choses, mais il faut aussi que la société évolue dans ce sens. Et malheureusement, là où cela nous paraîtrait être naturel et spontané, et vous avez raison, avec une certaine naïveté, mais sans jugement négatif, absolument pas. Hein. Vous avez complètement raison, mais voilà. Je pense que il faut pouvoir agir. Alors, militer, là aussi, c'est pas seulement
sans être dans la caricature, descendre dans la rue avec des pancartes, c'est aussi agir dans notre quotidien, agir alors qu'on soit lycéen, qu'on soit salarié, que l'on soit membre d'une association, que l'on soit élu local ou élu de la nation, on a la possibilité d'agir pour faire progresser, évoluer les choses pour que cette égalité soit un jour réelle. Et peut-être aussi, j'ajouterais, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais j'ajouterais que la marche vers l'égalité commence à la maison. C'est-à-dire que lorsque un jeune homme et une jeune femme ont ensemble un foyer et des enfants, que le jeune homme, ce qui n'était pas du tout le cas dans les générations précédentes, en tout cas dans la mienne en général, partage les tâches éducatives, les tâches ménagères, car si tel n'est pas le cas, eh bien on ne peut pas s'étonner que les femmes soient celles qui travaillent le plus à temps partiel, soient celles qui ont moins de promotion parce qu'elles s'accrochent moins, elles ont moins le temps de s'accrocher. Et je pense que l'égalité à la maison, c'est quelque chose d'extrêmement important pour permettre la véritable égalité homme-femme. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut prendre la question suivante? Ou alors, est-ce que moi je pose mes questions, mais personne dans la classe de TES3 veut prendre la question suivante? Gabriel? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ma question était tout autant pour vous, Monique Pelletier, que pour vous, Corinne Ferré. Pensez-vous que l'appartenance à un parti politique détermine un type de féminisme? C'était vrai il y a dans les générations précédentes, je pense. Moi, je ne fais plus partie d'un parti politique, donc je ne peux pas vous faire part de l'expérience d'aujourd'hui, mais je crois que ce n'est pas le lieu principal, mais le lieu principal, c'est là où des décisions ont été prises, parce qu'il y a eu des décisions de principe qui ont été prises, et ne serait-ce que l'IVG, ne serait-ce que le fait que le viol soit devenu un crime, beaucoup d'autres décisions qui ont fait progresser la place des femmes dans notre pays, mais je ne suis pas sûr que les partis politiques soient les éléments principaux de cette marche vers l'égalité, mais ça doit dépendre des partis et de ceux qui les dirigent. Peut-être ajouter effectivement sur ce sujet, et je pourrais en témoigner, nous pourrions en témoigner que lorsque la loi a fait progresser les choses, je le disais tout à l'heure, il y a les comportements, il y a la société, mais il y a la loi aussi. Et sur les lois les plus importantes, on a pu constater aussi que là, toutes les familles politiques pouvaient se retrouver. Vous avez évoqué effectivement la loi sur l'IVG et l'intervention et la forte présence et les convictions très fortes de Simone Veil ont dépassé les clivages politiques, si tant est qu'il y ait des clivages, puisque elle a pu être soutenue et faire aboutir la loi avec des élus d'autres familles politiques que la sienne. Nous sommes aussi dans des actions que nous pouvons partager indépendamment, je dirais, de la couleur politique des unes et des autres. Il se trouve qu'au Sénat, je fais partie jusqu'à peu délégation aux droits des femmes. Cette délégation est présidée par une sénatrice de la majorité sénatoriale, qui n'est pas de ma famille politique. Pour autant, nous nous retrouvions et nous nous retrouvons complètement sur bon nombre de sujets que nous avons abordés, sur lesquels nous avons travaillé ensemble. Là, vraiment, notre objectif, on va dire, ou ce qui nous a motivés et ce qui a fait que nos travaux ont pu être menés à bien, c'était toujours aller vers plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ensuite, voilà, je veux dire, les familles politiques, dont les partis politiques, vraiment très sincèrement, venaient même pas dans le sujet, je veux dire, parce que nos échanges et nos débats faisaient totalement abstraction de ces partis politiques, parce qu'on est, pour beaucoup, et sur de nombreux sujets, on se retrouvait complètement, quoi. Donc, moi, je vais vous raconter quelque chose. En 79, la loi sur l'IVG avait été votée en 74 à titre expérimental pour 5 ans. J'ai donc eu la charge de faire qu'elle devienne définitive. La majorité dont je faisais partie était en grande partie hostile, et j'entendais
énormes bêtises sur le thème l'avortement est devenu un acte courant, plus personne n'y fait attention, il y en a de plus en plus. Et si je n'avais pas eu Gaston Defferre qui présidait le groupe socialiste, le texte ne serait jamais passé. Et la gauche l'a voté. Et je n'ai jamais caché que c'était grâce à la gauche que le texte avait été voté. C'est dire que les partis s'effacent quand la cause est importante. Voilà. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole. Mais du coup, vous m'avez déjà en quelque sorte répondu, mais et vous allez pouvoir me contredire à nouveau. Mais malgré tout ça, moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quand même un féminisme à droite et à gauche qui n'était pas forcément le même. Ne serait-ce que parce que la famille de droite est statistiquement plus conservateur que la famille de gauche, et que donc du coup naturellement elle était plus opposée à l'égalisation de l'IVG et à ces choses-là. Mais alors moi, si vous voulez, je peux vous dire que j'ai toujours eu une place un peu spéciale parce que j'étais sociétalement très proche des actions et des convictions de la gauche, et en fait, économiquement, j'étais dans un gouvernement libéral de droite. Donc, j'ai été un petit peu à la marge et j'ai choisi de l'être. D'ailleurs, est-ce que l'Union pour la démocratie française complétait ce compromis entre une société de gauche et... J'appartenais à l'UDF, mais je n'aurais pas admis que l'on m'interdise de penser ou d'agir d'une manière que j'estimais non bonne. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un veut prendre la question suivante ou pas ? En fait, moi j'aurais une question, déjà pour vous, Madame la Ministre, car c'est vous qui avez fait voter justement la loi pour la criminalisation du viol. Et j'ai vu il y a peu de temps que vous étiez contre le fait que la prescription pour le viol soit augmentée. Et c'est vrai que j'ai été très surprise. Donc j'aurais voulu savoir, que vous nous en parliez un petit peu. Et puis après, Madame la sénatrice, si vous pouviez rebondir sur le sujet. Est-ce que vous savez ce que veut dire prescription ? C'est le temps pendant lequel, après un délit ou un crime, on peut déposer plainte. Mais il faut le savoir pour répondre à votre question. Donc actuellement, le viol étant un crime, la prescription qui est de 10 ans pour tous les crimes, pour le viol, commence à partir de la majorité de la victime pendant 20 ans. Et le projet de loi de l'actuel gouvernement, c'est d'augmenter cette prescription de 10 ans, c'est-à-dire vous avez été violé, vous aviez 15 ans ou 18 ans, vous aviez 20 ans jusqu'à maintenant, et vous aurez 30 ans. Et pourquoi est-ce que je suis réservé ? C'est parce que je pense que dans la vie, il faut essayer toujours d'avancer et de ne pas prolonger une victimisation qui est tout à fait naturelle, mais qui risque de s'aggraver avec les années. C'est-à-dire que actuellement, vous avez jusqu'à 40 ans pour pouvoir porter plainte. J'estime qu'il est temps à ce moment-là de tourner la page et de passer à autre chose. Je ne vois pas ce que la prescription apportera. Par contre, j'ai beaucoup de choses à dire, et je ne sais pas si on en parlera, sur le non-dépôt de plainte, les longs délais de la justice et la correctionnalisation du viol, c'est-à-dire que la plupart des procès en viol ne sont pas aux assises comme tous les crimes, mais en correctionnel, où la peine maximum est de 5 ans et où le débat est rapide et un petit peu... voilà. Donc là, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais sur la prescription, je maintiens mon avis. Est-ce que quelqu'un avait une question à poser sur ces thèmes-là, ou est-ce que je passe le micro à Arthur ? Il y a peut-être l'avis de Corinne Ferré. N'hésitez pas à vous exprimer quand vous voulez, de toute façon. Ouais, je voulais pas vous couper la parole. Moi, je suis aussi un peu réservé sur l'allongement de la prescription. 30 ans, c'est beaucoup dans une vie. Si vous y ajoutez 18 ans, donc ça fait 50 ans, c'est beaucoup. Je pense que ce qui serait beaucoup plus important à améliorer considérablement, c'est accompagner, faciliter le dépôt de plainte. Parce qu'on sait encore qu'aujourd'hui, c'est extrêmement dur. C'est un vrai drame et voilà, c'est un crime. Hein. Mais pour une femme, une jeune femme, même une jeune fille, puis une femme adulte, à un moment donné, de se dire, ça y est, je suis prête, je vais aller déposer plainte, ou même juste après, malheureusement, l'agression, c'est pas toujours facile de savoir où aller,
être accueillis dans des conditions très particulières au commissariat. Et puis, une fois qu'on a fait la démarche, être certaine que les choses vont prendre un rythme aussi d'instruction et d'enquête correct, parce que rien de pire que de déposer plainte un jour dans des conditions parfois pas toujours évidentes, pas toujours faciles. C'est pas facile humainement, individuellement de faire cette démarche. Mais quand en face, et je ne mets en cause personne, mais si les personnels ne sont pas formés, je pense qu'il faut aussi avoir un accompagnement, une formation particulière, spécifique pour celles et ceux qui peuvent recueillir la plainte. Donc, une fois que la démarche est faite pour la personne violée, si elle se dit, et en plus, après, ça va prendre des mois, voire parfois des années, ça peut aussi, effectivement, freiner et ralentir l'idée de se dire, je vais aller porter plainte, mais ça n'aboutira pas. Si on se dit, je vais aller porter plainte, et sûr, non seulement les choses vont à peu près bien se passer dans le dépôt de plainte, mais que aussitôt les choses vont s'engager sur des délais respectés et respectables par rapport aux crimes commis, je pense que ça peut aussi inciter des jeunes femmes, des femmes à déposer plainte plus rapidement. Parce que ça peut être véritablement un frein, voilà, ce que j'indique. Et il y a encore beaucoup à faire dans cet accompagnement. Il y a de nombreuses associations qui existent, qui peuvent accompagner les femmes dans leur dépôt de plainte. Mais voilà, dans le personnel formé pour être à l'écoute et ensuite accompagner aussi la femme dans toute la procédure judiciaire et juridique, il y a véritablement un effort à faire à ce niveau. Et j'ajouterai un autre effort, c'est le nombre de démarches que l'on demande après le dépôt de la plainte. C'est-à-dire aller à l'hôpital, être entendu à nouveau par le parquet, alors qu'on l'était dans une gendarmerie ou un commissariat, retourner ensuite à l'hôpital éventuellement. Bref, la charge est lourde et dissuade beaucoup le dépôt de plainte. Et heureusement, comme vous le dites, il y a des associations qui sont là pour accompagner, aider et essayer d'activer. Merci beaucoup. Arthur, tu avais une question du coup, il me semble ? Non, d'accord. Qui souhaite prendre la parole à présent ? Bonjour tout le monde. Moi je me demandais ce que vous pensiez aujourd'hui du mouvement Balance ton porc. C'est d'actualité, je pense. Je pense que cette prise de parole est formidable et j'ai estimé qu'il était grand temps, depuis tant d'années, que de tous les pays s'élève la voix de femmes qui ont été violentées d'une manière ou d'une autre. Par contre, et je vais être très franche avec vous, je pense qu'il y a aussi un tout petit peu d'excès. Et pour vous donner un exemple, ce livre que j'ai sorti en octobre, au moment où cette parole de femme était publique et reconnue, je n'ai pas eu une émission où on m'ait parlé autre chose que de cela. Peut-être fallait-il conserver un petit peu de, je ne sais pas quel est le mot que je pourrais employer, mais de diversité dans les interrogations, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Et je pense que, à trop vouloir en faire, et je vais vous en donner un exemple, c'est qu'actuellement, il y aurait un projet de loi prévu pour les harcèlements dans la rue, mais qui doivent faire l'objet d'un constat d'un membre de la police en même temps qu'il a lieu. Je peux vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de plaintes parce qu'il n'y aura pas beaucoup de harcèlements qui seront pris sur le fait, ou il y en aura très peu. Je pense qu'il ne faut pas non plus alourdir le problème. Il faut mieux comprendre ce que vivent ces femmes. Faire... c'est formidable, on va danser. J'ai terminé, c'était bien, c'est terminé. Oui, c'était par rapport, tout à l'heure vous avez dit que vous étiez contre l'allongement à 30 ans du dépôt de plainte. Et je voulais vous dire, en général, les victimes, après avoir subi une agression, ont honte. Et alors je ne trouve pas ça normal qu'elles aient honte, puisque ce sont elles les victimes. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'allonger
la durée pour déposer sa plainte, ça permet aussi à la victime d'accepter, entre guillemets, ce qui lui est arrivé, ou en tout cas de le surpasser, pour ensuite justement s'engager dans un procès judiciaire et comme ça permettre de rendre justice en fait. Sur ce sujet, moi je veux redire ce que j'ai dit. Je pense que donner un peu plus de temps par donc la prolongation de la possibilité de déposer plainte. Pourquoi pas, mais si en amont on ne simplifie pas les démarches, on n'accélère pas non plus, je dirais, la procédure juridique, on n'accompagne pas les femmes, ça ne changera rien. On peut avoir 5, 6, 10 ans de plus, si de toute façon on se retrouve à nouveau confronté à cette difficulté de déposer plainte, à cette difficulté, Madame la ministre l'a rappelé, au-delà de la plainte, de répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois cet acte, cette agression extrêmement violente. Et enfin, on imagine ce que les femmes doivent surmonter, même si, comme vous le dites, parfois on se dit, arrivé à un certain âge, on a un peu de maturité, on est peut-être passé à autre chose, etc. Mais au final, on se retrouve exactement dans la même situation, qu'on fasse la démarche 10 ans ou 20 ans après, et si on se dit, tiens, finalement, maintenant, je vais pouvoir le faire parce que j'ai eu un peu plus de temps. Je pense que c'est aussi quelque chose qui... j'imagine, nous traumatise toute la vie et il faut du temps pour être prête à verbaliser pour le coup et à dire et à raconter. Moi, je suis convaincue, extrêmement réservée sur l'intérêt d'ajouter 10 années. Si on m'assure que ça permettra une meilleure prise en charge, une meilleure prise en considération et meilleur accompagnement, pourquoi pas? Mais je ne suis pas certaine de cela. Parce qu'il faut vraiment, en parallèle et en même temps, améliorer, encore une fois, on va dire au sens large, la prise en charge de ces femmes, jeunes ou moins jeunes. Et au moment où elles décident de parler et de déposer plainte, il faut qu'elles soient sûres d'être entendues. Et là aussi, de manière très générale, quand je dis ça. Je me permets de poser une question, si ça ne dérange personne. Pour Monique Pelletier, vu qu'on parle de la justice quant au viol, j'avais lu un article qui m'avait paru un peu étrange. Il avait été écrit par Alice Philippot. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir été interviewé par une Alice Philippot. Dans quel journal ? Quoi ? C'était pour Droit de la famille. C'est vieux alors. Oui. D'accord. Excusez-moi. Du coup, elle avait une remarque qui était un peu étrange. Elle disait que vous étiez plus pour une... Enfin, elle n'était pas étrange fondamentalement, mais que vous étiez plus pour une action préventive que punitive à l'égard du viol. Et en fait, ma question, c'était juste quelle forme prend une action préventive contre le viol aujourd'hui, quoi ? Oh ben c'est très simple. Alors là, la réponse, je vous la donne, c'est de préparer les jeunes, dès qu'ils commencent à se poser des questions sur la sexualité, à ce que peut être une sexualité heureuse, normale, légale, et en tout cas pas en termes de violence. Je pense qu'il y a une insuffisance de préparation à cette période de la vie qui est une période de grands changements. Et je crois que il y a des établissements où il y a des cycles et des réunions d'éducation à la sexualité, d'autres pas. Je ne suis plus dans le mouvement de ces affaires, mais je pense que c'était ça le sens de ma réponse. Oui, merci. Et du coup, Corinne Ferré, étant donné que vous travaillez sur l'éducation, je me demandais où s'égare en fait l'éducation à ne pas réussir à être suffisamment préventif actuellement. En même temps, je pense que c'est pas seulement l'éducation nationale qui peut agir, intervenir, faire comprendre, faire prendre conscience. C'est alors là collectivement tous, j'ai envie de dire, les parents, bien évidemment dans leur responsabilité de parents, d'autres adultes autour des jeunes, mais les jeunes aussi. C'est vraiment un travail des associations qui peuvent intervenir pour agir sur le respect entre les individus.
entre les garçons et les filles, et entre garçons et entre filles. Et c'est en ça que effectivement la prévention, elle peut s'imaginer ainsi. C'est-à-dire quand on se respecte déjà, ça veut dire que normalement, a priori, on n'y a pas de violence entre nous. Et un garçon n'a pas à avoir un sentiment de supériorité sur une fille pour quelconque raison. Donc le respect entre les garçons et les filles et entre les individus, c'est extrêmement important. Et puis comme vous le disiez, Madame la Ministre, les relations entre les hommes et les femmes, eh bien c'est aussi, au-delà du respect, c'est aussi de dire rien ne peut passer par la violence. Et pour les plus jeunes, en tout cas, les relations amoureuses aussi, ça ne peut être que du positif. Rien ne peut être imposé ni subi. Donc tout cela doit être évoqué, j'ai envie de dire, le plus simplement possible. L'éducation nationale, quand on parle de lycée, d'établissement scolaire, peut avoir un rôle à jouer à l'occasion de rencontres, à l'occasion de travaux spécifiques, d'échanges avec les jeunes. Mais c'est aussi, j'ai envie de dire, la société tout entière. Et quand je voyais, il y a peu de temps, là, un petit reportage, un questionnaire, interrogation auprès de jeunes lycéens, aussi sur le fait que beaucoup de jeunes, voire très jeunes, ont pu, via les réseaux sociaux et Internet, etc., voir des films pornographiques. Évidemment que la relation entre les garçons et les filles et la relation amoureuse, quel que soit le sexe, ça n'a rien à voir avec les films pornographiques ou dans lesquels il y a de la violence, il n'y a pas de respect. Donc là aussi, je veux dire, quand on sait que et les jeunes sont de plus en plus jeunes, je crois que le reportage disait à 12-13 ans, beaucoup de garçons ou de filles, ou les deux, avaient déjà vu des films, ce genre de films. Donc voilà, ça interroge en se disant si ils s'imaginent que la relation entre individus c'est cela, la relation amoureuse c'est cela, la relation sexuelle même sans forcément aller au-delà, ben non quoi, c'est de dire c'est pas ça quoi. Dans la vie c'est pas comme ça que les choses doivent s'envisager et doivent se passer. Et c'est pas comme ça qu'on trouve le bonheur. En plus, c'est clair. Alors, je pense. Excusez-moi, j'avais une petite question sur ça. Alors, est-ce que vous pensez que dans les lycées, par exemple, la prévention est assez importante ou pas assez importante ? Je voudrais savoir votre avis. Alors moi, j'appartenais à une époque où il y avait, je ne sais pas si c'était une circulaire ou si c'était un arrêté, il y avait des séances d'éducation à la sexualité dans une classe qui devait être 3e ou quelque chose comme ça, ou seconde, je ne me souviens plus. Mais c'était régulier et c'était plus que conseillé. C'était pratiquement dans la plupart des grands établissements scolaires. Je ne sais pas du tout aujourd'hui ce qu'il en est. Aujourd'hui, l'éducation sexuelle est au programme des SVT et n'est vue que sous un prisme scientifique, si je ne me trompe pas. Il y a aussi le planning familial. Moi, je sais que dans mon collège, il est venu une fois faire une seule intervention, mais c'est une intervention de 1 heure et clairement, c'est pas suffisant. Faut vraiment pas 1 à 2 fois par trimestre, je pense, pendant la classe de 3e, histoire d'aborder vraiment tout ce qui peut poser problème à ce niveau-là, parce que à 1 heure, on a il y a trop de choses à dire sur la prévention par rapport à ça, aux relations amoureuses, qui ne peuvent être couvertes en seulement 1 heure. Alors je pense qu'il faudrait, pour répondre à la question d'Aquila, de mes yeux de lycéen, faire plus de séances comme ça, mais on peut pas non plus demander au planning familial d'être dans tous les collèges 2 fois par trimestre. Faudrait trouver un moyen, soit de spécialiser des professeurs, soit de trouver un autre organisme afin de éduquer proprement, j'ai envie de dire, les collégiens aux relations amoureuses. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. J'ai dirigé pendant 5 ans, tout en étant avocat, une association qui s'appelait l'École des parents et des éducateurs. Et parmi ces éducateurs, il y avait ceux qui allaient très régulièrement dans les établissements scolaires, parce qu'ils avaient été formés à cela. Et je pense que c'était bénéfique pour les jeunes et pour la société en général. Et je crois que maintenant, cette association a périclité, donc je ne sais plus ce qu'il en est.
peut-être aussi vous dire que la puissance publique a aussi la possibilité d'intervenir. Lorsque j'étais élu au Conseil régional, nous avions lancé toute une action d'information, une campagne d'information auprès des lycéens de Basse-Normandie à l'époque, avec des associations, que ce soit le planning familial, mais aussi le service santé, prévention santé du CHU de Caen, et puis les élèves infirmiers et infirmières de notre région, pour s'adresser aux jeunes. On se disait que les jeunes qui s'adressent aux jeunes, les messages passent certainement plus facilement que quand vous avez l'impression qu'un adulte ou une adulte veut vous donner des informations un peu autoritaires. Et donc on avait lancé ces campagnes d'information à la fois en prévention pour lutter contre les grossesses précoces, qui dans notre région sont assez élevées, supérieures à la moyenne nationale, pour aussi pouvoir être à vos côtés lorsque les jeunes venaient dans vos établissements pour répondre à certaines de vos questions, et vous permettre de connaître aussi des associations qui peuvent aussi vous permettre d'avoir un relais et un interlocuteur, une interlocutrice en face de vous. Et vraiment l'idée, et on avait intégré dans le parcours de formation des infirmiers une période qui était intégrée dans leur parcours universitaire comme intervention auprès des jeunes lycéens. Ils pouvaient le valoriser dans leur formation. Alors je vous dis cela, c'était il y a quelques années. Je dois avouer très honnêtement que je ne sais pas si ce dispositif a été maintenu ces dernières années. Mais voilà, c'est une façon aussi d'agir. Tout à fait. Quand on parle éducation nationale, chacun peut prendre sa part, on va dire, d'une certaine façon. Il peut agir avec ses compétences et ses connaissances. Merci beaucoup. Arthur, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas poser ta question? Parce que moi, je la trouve intéressante. Ma question s'adresse à vous deux. C'est, pensez-vous qu'il existe un féministe des classes populaires et un féministe des classes aisées? Et s'il y a une opposition entre les deux? Mais je ne saurais pas répondre à cette question. Et je vous le dis franchement, je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'on est constitué de la même manière et que les problèmes se posent sans doute de la même manière, mais je ne sais pas. Je pense que les adultes ont une responsabilité dans ce que vous venez de dire, et c'est très bien qu'il y ait des associations qui délèguent tel ou tel pour... mais je ne sais pas. Maintenant, vous, peut-être, qui êtes plus jeune que moi, savez. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un féminisme des classes aisées, un féminisme des classes aisées, un féminisme des classes populaires. Il y a peut-être je suis certaine, des vécus et des vies quotidiennes qui sont un peu, voire très différentes. Mais de là à aller jusqu'à éventuellement opposer ces deux féminismes, non, pour moi il y a un féminisme. On le disait à l'occasion de votre première question, c'est donc défendre ou en tout cas agir pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Et après, au travers d'actions. Et les actions, elles sont certainement différentes. Mais je ne sais pas si on peut vraiment, comment on va dire, partager les choses par catégorie sociale. Elles sont vécues différemment. Quand on parle aussi d'égalité entre les hommes et les femmes, je pense qu'il ne faudrait pas non plus oublier les violences faites aux femmes. Et là, je peux vous assurer que quelle que soit la catégorie sociale, il y a des femmes qui sont battues fortement, violemment, voire assassinés par leur mari, quelle que soit la classe sociale. Et là aussi, c'est un vrai sujet de société. Et parfois, on le voit encore dans la presse très récente, c'est la femme, mais ce sont aussi les enfants qui sont assassinés par le mari. Bon, voilà. Donc les violences faites aux femmes, elles existent dans toutes les catégories sociales. Et donc pouvoir dire éventuellement on le constate plus en milieu populaire, ouvrier, que dans un milieu plus aisé, malheureusement ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple que je vis actuellement, qui s'est passé à Yvetot, c'est en Normandie. Une jeune femme battue par son compagnon, mais d'une manière très forte et très cruelle pendant 6 ans. Ils avaient eu un petit garçon ensemble. Le compagnon a été condamné à 6 ans de prison ferme, ce qui est très rare, extrêmement rare, parce que les tribunaux sont pas tellement sévères dans de pareils cas. Je l'ai vécu en tant qu'avocate.
Au bout de 3 mois, sa peine de prison ferme est transformée en bracelet électronique. Il sort. Première démarche qu'il fait, il présente une requête au juge aux affaires familiales d'Yvetot pour avoir la garde alternée du petit garçon. Cette jeune femme abîmée, blessée, qui avait vraiment été sauvagement battue, pleure dans le cabinet du juge qui lui répond « Madame, on peut être un compagnon violent et un excellent père. Je prononce la garde alternée, sans faire d'enquête préalable qu'on fait, j'ai fait des divorces en quantité, dès qu'il y a le moindre cas de difficulté, une enquête préalable. Si bien que maintenant, elle est venue à Nanterre, j'ai pu l'aider à avoir un logement. Il est là et tous les dimanches, il la menace parce qu'il ramène l'enfant et manque de peau, il a de l'argent et pas elle. Donc le petit garçon qui a maintenant 7 ans trouve très bien d'aller à Disneyland, à droite, à gauche, et aider dans une situation inextricable. C'est vous dire à quel point le sort de ces femmes battues est un sort dramatique qui prend des formes diverses, mais qui dans certains cas, et notamment dans celui-là, mais je ne la laisserai pas tomber. Je vais aller à Nanterre, je vais aller au tribunal, je vais essayer de changer les choses parce que je trouve que c'est inadmissible. Mais il y a des cas comme ça, vous voyez, où la justice est à mon avis totalement égarée dans sa décision. Elle est allée au commissariat de police de Nanterre où elle habite désormais pour dire qu'il est là tout le temps en bas et qu'il la menace chaque fois qu'elle passe. La personne qui l'a reçue au commissariat lui a dit « Est-ce qu'il vous a battu ?» « Non, il ne m'a pas battu. » « Bon, alors écoutez, nous ne pouvons pas intervenir, etc. etc. » C'est vous dire qu'il y a beaucoup de boulot et que c'est triste à dire, mais les administrations ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être dans des cas assez dramatiques. Et concernant justement les violences conjugales, comme ça, on a vu très récemment la polémique concernant Bertrand Cantat. Le fait qu'il remonte sur scène suite au crime qu'il a commis contre son épouse, Marie Trintignant. Et j'aurais voulu connaître en fait votre positionnement par rapport à ça. Parce que c'est que je me sens très mal à l'aise vis-à-vis de ça et justement j'aurais aimé connaître votre sentiment. Moi, j'ai un avis très personnel. Cet artiste a assassiné sa femme. Parce que pour moi, quand il y a des violences et que les coups sont portés au point de tuer, c'est pas un accident. Enfin, voilà. En tout cas, la justice, pour moi, donc il a assassiné sa femme. Il a été puni, on va dire. La justice a fait son travail. Il a eu une peine qu'il a faite. Avec libération conditionnelle au bout de 4 ans. Tout à fait. Tout à fait. Et il revient, comme d'autres personnes qui ont été sanctionnées, la peine est faite, certes. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que j'entendais parfois des expressions où les personnes disent, notamment avec la polémique qui s'est développée et qui l'a amené à annuler sa présence dans un certain nombre de festivals, y compris dans notre région, en disant mais c'est la double peine, vous n'avez pas le droit, il a purgé sa peine, etc. Oui, il a purgé sa peine, mais sauf que il n'est pas comme j'ai envie de dire le commun des mortels. Il n'a pas repris sa vie avec son travail dans sa ville, et puis voilà, plus personne ne parle de lui parce que il est un parmi des millions. Là, c'est un artiste et se produire sur scène, donc c'est un homme public. Se produire sur scène comme si de rien, je suis désolé de le dire, moi je le pense ainsi, c'est pas rien, quoi. Assassiner une personne, et en particulier sa propre compagne ou femme, c'est pas rien. Il ne s'est pas rien passé. Il aurait pu poursuivre sa vie d'artiste en écrivant des chansons, etc. Mais de là à repartir sur une tournée de concerts, d'applaudissements, comme si de rien, voilà. C'est cela qui me choque, moi. Bien sûr que dans toute démocratie, lorsque la personne qui a été condamnée à purger sa peine, c'est ainsi que les choses sont organisées. Il faut lui permettre de reprendre ou de poursuivre sa vie autrement. Mais autrement.
justement, pas trop en faire. Et ne pas faire pour que, je ne sais pas moi si les personnes qui viennent l'écouter savent, parmi les plus jeunes, ce qui s'est passé, ce qu'il était capable de faire il y a seulement quelques années. Donc c'est un avis très personnel. Mais je le partage. Je voudrais revenir sur la femme dont vous avez parlé tout à l'heure, qui donc était ensuite menacée par son mari. Mais normalement, les menaces, c'est aussi un crime, enfin un délit. Enfin, c'est censé être puni par la loi aussi, non ? Vous savez, un commissariat comme celui de Nanterre, il est encombré du matin au soir et du soir au matin. Et quand une femme arrive en disant « il est en bas de chez moi et il me menace », je ne suis pas étonné du tout. Il faudrait que je l'accompagne, c'est probablement ce que je vais faire. Mais je pense que les administrations françaises ne sont pas préparées à tous ces problèmes de violence qui surgissent et dont on parle maintenant. Ils existaient avant. Mais c'était dans le silence, on n'en parlait pas. Donc rien n'est véritablement adapté. Vous avez raison. Et comment vous pensez qu'on pourrait changer ça, du coup, je veux dire, la réaction des administrations, enfin, tout ça. Formation, formation, formation. Merci. Alors ma question, elle repose par rapport aux espaces d'expression libre tels qu'Internet. Et ma question c'était, est-ce que vous pensez qu'il serait possible et ou bénéfique d'instaurer un contrôle des espaces d'Internet qui sont très reconnus comme des espaces en général d'incitation à la haine ou d'accès à des contenus à caractère pornographique par exemple ? C'est le projet de loi qui est en débat à l'heure actuelle. Je n'ai pas la compétence pour, je ne suis pas assez branché sur ces canaux, donc je ne sais pas trop que vous répondre parce que c'est pas du tout le domaine dans lequel je suis une sachante. À mon avis, le problème avec Internet, c'est que à la base d'Internet, c'est vraiment un espace de liberté. Sauf que la liberté emmène les dérives avec elle. Et le problème, c'est que si on se met à limiter Internet, on se met à limiter un espace de liberté. Et si ça existe, les propos racistes sont interdits. Oui, il y en a. Oui, mais les médias, eux, ne sont pas interdits directement. C'est-à-dire que limiter l'expression, censurer l'expression, en fait, c'est intrinsèquement lié aux médias Internet d'être complètement décentralisé, complètement libre. J'ai pris la parole d'un coup comme ça, en fait, j'avais pas du tout prévu ce que j'allais dire. Mais sur cette question-là, je suis un petit peu sensible parce que moi, je suis un grand militant de l'internet complètement libre à 100% parce que je pense que c'est le dernier et seul média qui peut avoir cette liberté. Et sur la censure, moi, je suis beaucoup plus en faveur de la mise en place d'un système où on fait appel à la responsabilité de chacun, en réalité, où tout le monde est capable d'identifier un site qui fait appel à la haine ou un site qui est dans l'illégalité, sachant que le porno n'est pas illégal, et que une fois que cette personne a identifié ce site, peut le signaler et que des gens puissent se pencher sur ce cas pour éventuellement faire fermer le site et tout. Mais à partir du moment où on commence à mener des politiques, où on interdit clairement, directement, et que c'est tiré d'Internet, pour moi il y a un problème vraiment de liberté d'expression. Et je terminerai juste avec le pire exemple possible, ce qui est en fait ce qu'on a actuellement, c'est lorsqu'on rend les hébergeurs responsables. Comme par exemple rendre YouTube responsable de contenu qui est diffusé sur sa plateforme. Parce que du coup on a un système comme avant la Révolution française où en fait les éditeurs sont responsables de ce que vont dire les auteurs qui vont publier. Et ça pour moi c'est la meilleure façon de réduire à néant la liberté d'expression. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est qu'Internet c'est mondial, international, et que quand un pays essaye de faire sa propre loi pour limiter les dérives quelles qu'elles soient, il s'isole. Et isoler un média comme Internet, c'est pas une bonne idée. Ça va faire comme le système en Chine, j'ai envie de dire, pour faire un rapprochement un peu brutal. Et c'est pas franchement la meilleure chose auquel on puisse arriver que d'avoir un Internet français qui ressemblerait à l'Internet chinois. On n'y est pas, hein, quand même, je vous rassure. Oui. Je vous rassure, on n'y est pas du tout. Après, je pense que, si je peux me permettre,
c'est un sujet extrêmement complexe et sensible. Parce que sur Internet, vous pouvez vous appeler Corinne Ferré et avoir un compte qui s'appelle du schnock. Et donc, soi-disant, sous couvert d'anonymat, je m'autoriserai à dire des choses parce que c'est pas Corinne Ferré qui le dit. Mais s'autoriser à dire des choses, il y a quand même des limites. Il y a des limites à ce que l'on peut dire. Toujours, je parlais du respect tout à l'heure, il y a non seulement des limites à ce que l'on peut dire vis-à-vis d'un tel ou un tel, puis il y a la loi aussi qui doit s'appliquer à tous, y compris par des messages Internet. La loi, elle interdit les propos racistes. Elle sanctionne, en tout cas. Elle sanctionne... La loi française. La loi française, oui, pardon. Oui. Alors, effectivement, les limites d'agir sur Internet, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Donc voilà. Mais la loi, elle existe. Parce que quand vous dites il faut faire confiance aussi au sens des responsabilités des personnes, oui, mais quand on sait qu'on peut être sanctionné quand on tient de tel ou tel propos, donc des propos racistes, des propos xénophobes, des propos antisémites, heureusement que la loi, et d'autres, heureusement que la loi interdit ce type de propos. Sous couvert d'un pseudo-anonymat via les réseaux sociaux, ça n'autorise pas tout. Ça n'autorise pas tout. Et vous le disiez vous-même, faire appel au sens des responsabilités des personnes qui verraient ou qui liraient des messages pour alerter et dire attention. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, il faut dire stop. Et il faut mettre une barrière et on peut sanctionner si on arrive à retrouver. Moi, je suis pas très doué sur ce domaine. Mais enfin, on peut chercher jusque loin, mais parfois, je sais qu'on est bloqué et qu'on ne peut pas retrouver l'auteur de ces propos-là. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention, ne vous méprenez pas sur mes propos. La liberté d'expression, évidemment, en démocratie, c'est ce qu'il y a de plus cher. Mais la liberté d'expression, elle doit aussi toujours se faire dans le respect de celles et ceux à qui on s'adresse. Parce que on le voit, enfin, et vous certainement vous le voyez plus que moi, tout et n'importe quoi est dit sur les réseaux sociaux. Alors il y a les fausses infos, là, je ne sais plus comment on l'appelle en anglais. Fake news. Voilà, je préfère le dire en français. Où là aussi c'est quand même extrêmement grave quand on diffuse à la planète entière, parce que c'est ça aussi. On peut peut-être avoir que 10 abonnés ou je sais pas comment on dit, une centaine d'amis. Pour le coup, voilà, ça diffuse très 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 rapidement. C'est cela aussi qu'il faut faire attention et avoir en tête. On peut tenir des propos un jour sous le coup de la colère et puis se dire oh non mais ça c'était quand j'étais plus petite, c'était il y a 5 ans, je connaissais pas le truc. Sauf que 5 ans après, on sait que vous avez tenu tel ou tel propos. L'actualité récente, ou en tout cas assez récente, l'a montré. Ça veut dire que aussi, quand on communique sur ces réseaux, il faut le faire en connaissance de cause, en responsabilité. Et quand on peut se dire des choses comme ça, vis-à-vis, on se prend un peu à partie, on s'interpelle, c'est une chose. Ça peut aller plus loin, bien évidemment. Mais l'Internet, vous l'avez dit à juste titre, dépasse largement les frontières. Et on peut être on peut subir aussi des messages qui viennent d'ailleurs et qui sous une certaine forme d'ingérence aussi dans notre pays ou sur une actualité propre à notre région, propre à notre pays, et par méconnaissance certains s'expriment et ont un avis sans vraiment connaître la situation, mais c'est la liberté d'expression quand on se limite aussi et quand on est toujours attentif à respecter l'autre, parce que ça peut prendre des proportions, y compris dans votre vie privée, On l'a vu aussi sur une actualité aussi où des jeunes qui sur des réseaux sociaux dans des lycées, dans des collèges sont aussi victimes de messages faux, enfin de harcèlement via Internet. Ça peut faire des dégâts considérables sans que ce soit sanctionné, parce que ce ne sont pas des propos racistes, etc. Mais c'est une attaque de la personne. Donc là aussi, c'est toujours la même chose. Attention à le bon usage des réseaux sociaux. Et pour moi, ce n'est pas remettre en cause une démocratie. On est très loin de ce qui peut se passer en Chine ou ailleurs. On a vu même certains pays, à certains moments, suspendre les connexions Internet. Et là, on voit bien aussi comment la société a pu évoluer. Enfin, moi, à mon époque, si les chaînes de télé ne diffusaient plus, c'était un peu catastrophique. Mais voilà, ça s'arrêtait aux frontières de notre pays. On va dire, les gens s'en fichaient de savoir si France 2 ou France 3 continuaient à diffuser. À l'époque, ça s'appelait encore avant autre chose. Aujourd'hui, quand un pays
ferme, coupe, interrompt la connexion Internet, de fait, ça interpelle tout le monde, parce que c'est une vraie atteinte à la liberté de parole. La liberté de parole, c'est précieux, mais pas n'importe comment et pas sur n'importe quel ton. J'aimerais juste, si ça ne dérange personne, répondre sur ce sujet-là. Et après, je passerai le micro à Madame Lisée. C'est quelques petits éléments. Effectivement, l'Internet français n'est pas l'Internet chinois. L'Internet français jamais ne coupe et jamais ne coupera son réseau. En revanche, on est le premier site au monde à pratiquer autant la censure de pages Internet et à fermer autant de sites. Et voilà, moi aussi ça m'a surpris. Mais voilà, si quelqu'un veut des sources, je pourrais lui envoyer. En fait, j'aimerais juste corriger, je n'ai pas dit qu'il fallait faire appel à la confiance, qu'il fallait faire confiance en la responsabilité de chacun. Ce que j'ai dit, c'est qu'on devrait pouvoir avoir confiance en la responsabilité de chacun. Et pour moi, et du coup, la solution, ce n'est pas fermer des sites, mais c'est avoir une formation en l'usage d'Internet et l'usage du réseau. C'était juste ce point-là où je voulais corriger. Par-dessus, c'est sur les fake news. Pour moi, le problème, ce ne sont pas les fake news en soi, sachant qu'une fake news n'a rien d'illégal. Si j'ai envie d'aller crier dans la rue une fake news, j'ai le droit. Ce qui est dérangeant, c'est qu'en fait, on est face à des citoyens qui ne sont pas clairement capables d'identifier une fake news et de faire la différence. Or, ça, ce n'est pas forcément au réseau en lui-même de faire ce travail-là, puisque le réseau a déjà mis en place tous les documents pour pouvoir identifier une fake news ou non. C'est au citoyen. Le citoyen, c'est celui qui est capable de s'exprimer sur la voie publique et de rétorquer, qui en fait devrait pouvoir identifier une fake news, faire des recherches, savoir connaître la fiabilité des sites. Et en fait, pour moi, tout passe par une formation Internet, mais vraiment éviter au maximum la censure. Et le dernier point, c'était sur la démocratie, qui du coup se compose de la souveraineté du peuple et l'état de droit. L'état de droit, du coup, c'est grâce à... Il n'y a pas de démocratie sans état de droit, c'est pour ça que notre liberté d'expression rencontre une limite. Sauf que l'état de droit sur Internet, il n'a peu ou presque aucun sens, sachant qu'on est face aux droits de tous les pays du monde qui s'affrontent et qui ne sont pas cohérents entre eux. Du coup, dans une situation comme ça, où avec la loi, on peut pratiquer n'importe quel détournement pour faire passer n'importe quoi, je pense que le dernier recours qu'on a, c'est de faire appel à la raison et à l'expérience du peuple, qui doit pouvoir avoir les outils pour manipuler Internet correctement. Voilà. Si je peux me permettre très rapidement, c'est pour revenir à l'idée que tu avais tout à l'heure, c'est juste faudrait pouvoir signaler réellement et avoir pas un organisme, mais pouvoir donner un sens au signalement sur Internet afin de pas faire des punitions, mais simplement que ça soit vu qu'on n'a pas à dire n'importe quoi. Voilà. Alors, je voulais revenir justement sur cette question d'Internet et du respect. Madame Ferret a beaucoup employé le mot respect. Or, quand on revient à la question de l'égalité homme-femme ou de l'égalité fille-garçon, l'Internet est justement le lieu où on ne voit pas tout ce qui relève de la violence faite aux femmes. Je suis dans l'expectative quand je constate que mes élèves se posent les mêmes questions que nous, lycéennes, il y a 20-30 ans, à savoir notamment tout ce qui est en rapport avec le corps féminin et l'usage qui en est fait, notamment au travers des images. On a eu progressivement d'ailleurs une transformation du corps féminin qui a été extrêmement sexualisé. On le voit au travers de tas d'images, notamment je pense à des clips de musicaux. Alors là en plus on parlait du statut de l'artiste tout à l'heure, une volonté d'exprimer quelque chose, etc. Mais au travers de clips musicaux, on peut se prendre en pleine tête, nous les femmes, une vision particulière du corps qui est vue comme justement attractif. Et il n'est pas toujours évident, autant quand on a des clips racistes, on est souvent en mesure de l'identifier, autant que ce sont des clips dégradants, on a énormément de mal à l'identifier et c'est particulièrement violent pour des collégiennes et des lycéennes. Une chose que ma génération n'a pas connue parce qu'on n'avait pas ce flot d'images et que la nouvelle génération connaît. Pour avoir fait l'exposition là qu'on a au CDI avec mes secondes, on a une exposition qui s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers » et qui montre toutes les violences qui peuvent être faites aux femmes. Il y a une image notamment qui parle de la question de la jupe et du port de la jupe par les jeunes femmes. Je vois les réactions des lycéennes qui sont en seconde. Elles me font part de tout ce qui s'est passé en collège autour de cette question de la possibilité de porter une jupe. Et à quel point on a des collégiens ou des lycéens qui sont dans des cases. Et c'est assez effrayant d'imaginer ça. On parlait du respect dans la relation amoureuse tout à l'heure, ou dans la volonté d'avoir une sexualité, qu'elle soit reliée à des sentiments amoureux ou pas.
On se retrouve très très vite à avoir des garçons ou des filles catégoriés, enfin voilà, dans des cases. Je vais réutiliser le vocabulaire qu'utilisent mes lycéens, hein, à savoir cette fille elle couche, donc c'est une bonasse, ou vue par les filles, de l'autre côté, bah celle-là elle couche, donc c'est une salope. Et avec la difficulté qu'il y a à sortir de ces cases, c'est très très dérangeant de voir que on n'a pas le droit d'évoluer non plus. On n'a pas le droit entre la seconde et la terminale, vous voyez bien, enfin, ceux qui sont en terminale, souvenez-vous de votre tête en seconde et souvenez-vous de votre tête maintenant. Vous avez vu que vous avez sacrément évolué et on n'a pas, on a le sentiment, et il y a une trouille chez les lycéens et les lycéennes, de se retrouver encasés dès le démarrage et de ne pas ressortir d'ailleurs de ces cases, et notamment par rapport à la sexualité, mais par rapport aussi au comportement que devrait avoir un garçon ou que devrait avoir une fille, et notamment dans la relation à la violence. On a eu le malheur de constater en vie scolaire au début de l'année l'effet des photos de classe avec les commentaires faits sur l'attitude vestimentaire qu'on retrouve dans les photos de classe. Donc je voulais revenir en fait parce qu'on a un débat qui est très loin de nous, mais il y a des choses qui se passent ici qui sont particulièrement graves et qui peuvent marquer un lycéen, une lycéenne pour de très longues années. Donc je voulais aussi qu'on puisse évoquer le sujet au travers d'un entretien avec vous. Et puis, est-ce que vous avez aussi constaté, en tant que lycéenne, quelque part à un moment donné, des choses qui ont évolué sur la question du respect filles-garçons, vos expériences de lycéenne l'une l'autre, et puis nous, on pourra comparer avec nos expériences de lycéenne et de lycéens. Ben alors, je vais vous répondre que moi, en tant que lycéenne, d'abord, il n'y avait que des filles au lycée dans lequel j'étais, que c'était une question totalement taboue, que ce soit dans ma famille ou ailleurs, et que j'ai tout de même eu la chance d'évoluer, mais rien n'était fait. D'ailleurs, il y avait, je pense, alors peut-être je me trompe, mais il me semble moins de violence et moins de perversité, de violence sexuelle. En tout cas, c'était totalement tabou. D'abord, il n'y avait pas Internet. Ensuite, il n'y avait pas d'éducation sexuelle nulle part. Et c'était à chacun de faire sa route comme il pouvait. Je pense tout de même qu'aujourd'hui, c'est mieux. Mais je me trompe peut-être. Pour vous parler de mon expérience... Là aussi, au collège et au lycée, c'est des périodes qui sont pas toujours faciles, parce qu'on est assez moqueurs entre nous. En tout cas, les jeunes sont plutôt, moqueurs. Si on n'est pas tout à fait comme les autres, si on est un peu différent des autres pour quelque raison que ce soit, on est assez vite repéré. Donc, c'est violent, j'y mets des guillemets, parce que c'est violent psychologiquement, quand on est moqué pour différentes raisons. Je pense que beaucoup de ma génération ont pu le vivre. Mais on n'était pas non plus, même si j'étais lycéenne à la fin des années 70, on n'était pas du tout dans la même société. Enfin, sans vouloir parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il n'y avait pas de portable, quoi. Il n'y avait pas de téléphone portable, on en parlait ce midi. Et dans le monde d'avant, on va dire, le monde ancien, comme certains disent, on vivait bien, quoi. Voilà. Il n'y avait pas... la nécessité absolue d'être continuellement connecté. Je le dis aisément parce qu'aujourd'hui, avec quelques décennies de plus, je suis aussi complètement accro à mon téléphone, à ma boîte mail, à Twitter et tout ce qu'on veut. Donc c'est contagieux, on va dire. Hein. Mais je veux dire que ma vie de collégienne et lycéenne, et avec les copains et copines de l'époque, je pense que c'était plus facile, moins dur et moins violent que ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, pour connaître aussi quand même quelques jeunes ados ou pré-ados ou jeunes adultes. Je ne veux pas incriminer non plus Internet à tout crin, mais je l'ai évoqué tout à l'heure. Et vous le savez bien, enfin, l'actualité, y compris dans notre département, peut parfois être
montre que parfois l'outil Internet qui est tellement facile et tellement anonyme, soi-disant, peut faire des ravages épouvantables sur les jeunes, parce que des photos circulent, parce que des messages sont ignobles, tellement injurieux, insultants, qu'on ne se dirait, on se dirait même pas de face. Et c'est tellement facile justement d'utiliser l'anonymat d'Internet pour dire des choses absolument épouvantables, parce que par manque de courage aussi, celles et ceux qui les écrivent, se cachent derrière cet anonymat. Sauf que les dégâts, et vous l'avez dit tout à l'heure, les conséquences sur les jeunes, ça peut durer toute la vie, quoi. Hein, donc ça peut traumatiser à vie. Les relations entre les garçons et les filles aussi. Moi, j'ai le sentiment de ce que j'en vois aussi par l'évolution de la société, où on s'autorise peut-être plus facilement cette violence verbale, voire violence physique, parfois dans les extrêmes, quoi. Peut-être avec plus de facilité, peut-être parce que ce respect entre individus, et là c'est pas que les jeunes, mais malheureusement c'est aussi déjà chez les jeunes, le respect entre individus est moindre, le respect de certaines valeurs, et je veux pas apparaître comme quelqu'un très arriéré ou de combat arriéré, mais enfin il y a des valeurs auxquelles je crois. Encore une fois, j'insiste toujours sur le respect, ça me semble essentiel. La non-violence, non-agressivité dans les relations, y compris, on l'a dit tout à l'heure, dans les relations amoureuses et ou sexuelles. Voilà, il y a certaines valeurs qui ont évolué de telle sorte que la vie n'est pas simple, la vie est difficile, sans parler de l'environnement en général, dans lequel vous pouvez vivre. Parfois, c'est compliqué. Dans certaines villes, dans certains quartiers, c'est pas rose tous les jours. Dans sa famille, il faut aussi faire face à des situations sociales extrêmement difficiles à gérer, et les répercussions, on peut les voir aussi s'exprimer dans les établissements, dans les lycées, dans les comportements des uns et des autres. Et puis pour beaucoup d'entre vous, parce que depuis quelques années, votre avenir est plutôt incertain. Ça n'a rien à voir avec ma vie, on va dire, ou même si la vie d'ado est jamais simple. Mais croyez-moi, c'est quand même les meilleures années de la vie. Il n'empêche que mon avenir se présentait pas de la même façon que pour vous. Il y a la recherche de la réussite scolaire, la pression qu'il peut y avoir, pas simplement des parents, la pression de tout un cadre. Il y a le chômage qui, chez les jeunes, même s'ils sont diplômés, même si c'est plus facile quand on est diplômé de trouver un emploi que quand on ne l'est pas. Il y a les risques de santé. Le sida, moi j'ai pas connu, donc c'était pas ma période. Il y a beaucoup un contexte en tout cas extrêmement anxiogène, me semble-t-il, pour vous, dans votre génération d'aujourd'hui, que dans les précédentes. Et donc ça peut avoir aussi des conséquences sur volontaires ou involontaires, sur les comportements qui s'expriment dans les lycées, mais pas seulement. Ça peut être aussi bien évidemment à l'extérieur, et puis d'autres comportements, on pourrait y revenir bien évidemment. Je voudrais vous donner un exemple qui me semble assez intéressant. C'est ce qui s'est passé dans le mannequinat, c'est-à-dire les filles qui devenaient anorexiques pour pouvoir avoir les mesures qui leur permettaient d'être mannequins. Il y a eu une action en France qui était faite d'interdiction. Je pense que ce n'est pas ce que on pouvait attendre et espérer, mais je pense que c'est un mouvement intéressant, parce qu'il a été dit aux responsables qui engageaient des jeunes filles qu'on n'avait plus le droit de montrer des mannequins qui n'avaient que X pour tour de taille ou Y pour tour de poitrine, etc. Et je pense que c'est une action qui a été assez bien accueillie dans l'opinion, qui n'est certainement pas parfaite et qui a subi sûrement encore des contradictions, mais ça prouve qu'on peut tout de même, dans certains domaines, essayer d'agir. Voilà.
Alors j'ai une question qui pourrait certes paraître simpliste, mais qui présente quand même un intérêt. Ce serait de savoir s'il existe en 2018 des gens qui se revendiquent antiféministes, si c'est possible. Antiféministes. Si c'est possible, et si on en a le droit. Ah, il y a sûrement des antiféministes, c'est sûr. Mais est-ce que c'est une revendication ou est-ce que ce serait plus Non, parce qu'ils ne sont pas groupés et je crois qu'il n'y a pas de mouvement antiféministe. Mais dire qu'il n'y ait pas de personnes antiféministes, non, il y en a. Il y en a certainement. Mais peut-être deviennent-elles de moins en moins nombreuses. Et peut-être que la parole qui a été développée a tout de même fait réfléchir beaucoup d'hommes et de femmes, j'imagine. Donc moi je suis toujours optimiste et je pense que c'est probablement un progrès. Il avait demandé aussi si c'était légal. J'ai pas entendu. Il avait demandé aussi si c'était légal, s'il y avait le droit d'être antiféministe. Le droit d'être antiféministe. Le droit de le revendiquer. Enfin, en tout cas. Ah oui. Il n'y a pas de règle, à ma connaissance, il n'y a pas de loi interdisant aux gens de dire je suis contre l'égalité homme-femme. Ouais, je vais me lever. Du coup, bonjour. Je vais bifurquer un peu dans le sujet, mais c'est parce que là, depuis tout à l'heure, je vous entends parler, et puis moi, ça me rend compte que au début, la femme, vous la voyez comme quelqu'un qui reste à la maison, puis après, comme un objet sexuel est vu par une publicité. Et moi, ce que j'aimerais vous demander à toutes les deux, c'est vous pensez quoi des fatalistes, autant hommes que femmes, qui se disent que la femme a toujours été inférieure à l'homme, en fait, alors que dans l'histoire, c'est totalement faux. Vous entendez ça souvent ? Souvent, puis même maintenant, c'est devenu ancré dans notre culture, en fait, je dirais même. C'est-à-dire qu'on voit les gens, là même, genre, vous observez dans la rue, en général. Bon, en ce moment, il y a des mouvements, puis même, depuis un certain temps, des femmes qui se lèvent, et moi, je trouve ça super bien. Mais on remarque bien quand même que, en observant un minimum, que beaucoup pensent la femme inférieure à l'homme, en fait. Et à ces gens-là, vous leur direz quoi ? Mais je suis très désolé de ce que vous dites, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait eu progrès et qu'on n'entendait pas fréquemment ce type de déclaration, qui d'ailleurs n'est pas interdite. Mais je ne le sens pas comme ça. Mais j'ai un âge qui fait que mon propos est peut-être pas d'une actualité débordante. Mais c'est peut-être parce que parfois ça passe plus par des sous-entendus que directement le dire franchement je pense que la femme est inférieure. C'est souvent des sous-entendus, des petits mots bêtes ou blessants et qui du coup c'est comme ça que ça se traduit et qu'on l'entend quoi. Et les femmes ne répondent pas. Ça dépend beaucoup des cas, mais de plus en plus ça répond évidemment. Surtout avec c'est ce que je pense. Le balance ton porc, le MeToo et tout. En contrepartie, oui, les femmes vont plus répondre effectivement d'un certain point, mais je trouve que en parlant à nos adolescentes, elles vont avoir aussi beaucoup tendance à se dénigrer elles-mêmes. Donc, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité entre les jeunes femmes actuellement. C'est un peu mon ressenti. Je ne sais pas si y a des demoiselles qui veulent s'exprimer, mais je trouve qu'effectivement, elles ont tendance à finalement arriver au même point que les garçons. Tout à l'heure, Madame Lisée parlait des photos de classe. Donc effectivement, les garçons avaient des propos sur les photos de classe, mais les filles aussi, entre elles, c'était assez violent comme propos. Et ce qui fait que je trouve qu'elles vont avoir tendance à s'inférioriser elles-mêmes. Alors moi, c'est un peu dommage. J'ai toujours, partout où je suis passé et partout où j'ai exercé une activité, j'ai posé comme condition préalable numéro 1 que les femmes entre elles soient solidaires. Car sinon, c'était foutu. Rien ne pouvait se passer. Alors, réussi, pas réussi, là, plus, moins. J'ai moins le sentiment que les femmes se sentent inférieures. Ou alors c'est que je vois pas clair. Ce qui est possible. Oui, moi je suis un peu dans la même approche que vous et ça m'inquiète beaucoup ce que vous me dites parce que à la fois ça veut dire, moi je me remets en question, ça veut dire que je suis un peu déconnecté, pourtant j'ai le sentiment d'être bien ancré dans la vie, on va dire.
j'ai pas non plus ce sentiment, ce retour de mise en cause du statut de la femme, on va dire, en disant les femmes c'est normal qu'elles aient pas ci ou ça parce que elles sont pas au même niveau que les hommes. Il y a à la fois ce que je vous disais au tout début de l'émission, vraiment moi l'objectif d'agir pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes parce que c'est jamais acquis, parce que il faut dans plein de domaines, il faut avancer et continuer de défendre cette cause, on va dire. Ce que vous venez de dire me conforte dans mes propos, mais c'est assez inquiétant parce que ça voudrait dire aussi que ça fait quand même des années que ce combat, on va dire, ou que cette revendication est portée par beaucoup, hommes comme femmes, et heureusement, parce que bien évidemment, c'est pas l'exclusivité des femmes, mais ça veut dire aussi que pour le coup, il faut s'interroger auprès des plus jeunes. Il y a les plus anciens de certaines générations, c'était pas comme ça à leur époque, on va dire, et donc ils ont un peu plus de mal. Mais si vous entendez autour de vous, y compris ce que vous venez de dire aussi auprès des jeunes, ça veut dire que là aussi, il faut poursuivre encore une fois comment on va dire, faire passer ces messages, que les filles prennent de l'assurance, que bien évidemment elles ne se dénigrent pas vis-à-vis des garçons, que elles valent autant que les garçons, pas plus. J'ai jamais dit que les filles ou les femmes étaient mieux ou etc. Après, dans certains sujets, on pourrait y revenir. Mais enfin, voilà quoi. Les femmes, elles ont toute leur place dans la société au même titre que les hommes, à tous les niveaux. Après, peut-être faut-il aussi leur donner confiance pour qu'elles osent avancer dans la vie et qu'elles prennent de l'assurance. Et puis leur laisser du temps et descendre la poubelle pour qu'elles ne le fassent pas tous les jours. Voilà, tout à fait. En fait, ça t'embête pas, Grégoire, juste si je dis un truc vite fait. C'est pour préciser un peu la question qui a été posée, parce que je pense comprendre ce qu'il veut dire. Moi, j'ai l'impression que après la loi Veil, on amorce une transition où on passe d'une misogynie qui auparavant était à la limite de l'officiel, en fait, qu'elle était admise par ses ressortissants, à une misogynie aujourd'hui qui est inconsciente, invisible, institutionnelle, qui est ancrée dans les mœurs, qui est voire même culturelle, surtout dans des pays comme la France, l'Italie, la Grèce, les pays latins qui ont une misogynie culturelle profondément ancrée. Et ça, pour moi, on le voit beaucoup autour de nous, dans les médias. On voit que les femmes s'expriment moins, que leur parole est moins prise en compte, que comment dire, moi l'exemple qui me choque le plus, mais si les filles sont beaucoup plus orientées vers les filières littéraires et les garçons beaucoup plus vers les filières S, c'est pas pour rien, c'est parce que très très tôt dans leur scolarité, on pose des questions redistributives aux filles majoritairement, c'est-à-dire rebalancer les connaissances qu'elles viennent d'apprendre, et des questions logiques aux garçons qui leur demandent de réfléchir. Et le professeur peut-être n'est pas du tout misogyne, mais c'est tellement ancré inconsciemment dans notre culture que ça existe. Mais il n'y a pas eu de question de filles ici. C'est tout de même quelque chose, il y en a une ou deux. Une seule. C'est tout de même très peu. Et là, ça veut dire quelque chose que je découvre, parce que ça m'étonne beaucoup. Et puis aussi effectivement, il y a une autocensure des filles. Je voudrais juste faire un petit bilan de la prise de parole d'aujourd'hui. Il n'y a que des garçons qui ont posé des questions, à moins que j'ai vraiment raté une fille. Et une petite chose, par exemple, tu as fait tous tes accords au masculin, tout le temps. Par exemple, en disant, je vous pose la question à vous deux, ou des choses comme ça, mais c'était toujours au masculin. Il y a eu des fois où même tu as fait des fautes de français en parlant au masculin et pas au français, et pas au féminin. Donc c'est vraiment, il y a encore beaucoup de travail. Heureusement, il y a eu d'énormes progrès, il y a eu beaucoup de choses. Oui. Moi, la question que je voulais vraiment vous poser, on n'a pas très peu de temps et on l'a pas beaucoup abordé, c'était aussi sur votre parcours politique. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce que vous diriez aux filles ici présentes pour les inciter à justement s'engager, que ce soit dans la vie associative, politique ou ailleurs? Alors si je peux me permettre de répondre, je vous dirais d'abord que si elles choisissent un compagnon, il faut que ce compagnon soit délibérément responsable, comme elle, de ce qui se passe à la maison pour qu'elle ait du temps. Parce qu'elle aura un métier, elle aura sans doute des enfants, et elle voudrait, ou elle pourrait vouloir s'engager dans un chemin politique. Donc déjà, ce sont des conditions préalables vraiment nécessaires. Après, pourquoi ne le ferait-elle pas ?
Et pourquoi ne serait-elle pas utile au même titre? Moi, j'étais de celles qui, avec 5 ministres anciens de gauche et 5 ministres anciens de droite, ont préparé le vote sur la parité. Et nous avons, en 96, eu la couverture de l'Express qui était assez sympa parce qu'on était 5 ministres de gauche, 5 ministres de femmes, toutes d'accord pour que cette loi soit votée. Elle a été votée. Ça veut dire que la place des femmes existe. Alors, il faut y aller. Il faut y aller, il faut prendre le temps, il faut en avoir très envie, parce que c'est tout de même pas un parcours facile, mais si on a le temps et si on en a très envie, ben c'est une réussite pour ce qu'on fera, parce que l'équilibre homme-femme est nécessaire à la vie sociale. Pour répondre aussi, peut-être juste faire un tout petit pas en arrière avec vos propos, indiquant que on a l'impression que la société est plus misogyne, etc. Moi, ce qui me rassure dans vos interventions, finalement, je renverse la situation. Ce qui me rassure, c'est que vous vous en apercevez. Je veux dire que pendant des années, ça ne choquait personne, par exemple, qu'à une tribune, il n'y a que des hommes. Que personne ne s'apercevait que les femmes s'exprimaient moins dans les médias. Aujourd'hui, je reprends un peu vos exemples, hein. Aujourd'hui, vous le dites, et donc ça, moi, ça me va bien. Ça veut dire que voilà, il y a quand même une prise de conscience et que finalement, ça va dans le bon sens. Pour répondre à votre question, vous donnez envie de vous engager. Moi, j'ai envie de dire osez, allez-y. Vous valez et vous pouvez autant que les garçons ou les hommes vous engager dans la vie publique et dans la vie politique. Alors c'est pas tous les jours facile, hein. Ça, je vais pas vous dire le contraire et vous me croiriez pas si je vous l'affirmais. Sauf que oui, il faut oser, il faut prendre votre place et vous, encore une fois, ne vous torturez pas l'esprit en vous disant mais je veux pas savoir prendre la parole, je vais pas savoir dire ci, je vais pas savoir dire ça. Bien sûr que oui, vous savez le faire. Bien sûr que oui, vous avez des choses intéressantes à dire, comme les hommes ont des choses intéressantes, alors que parfois ils ont des choses pas forcément intéressantes à dire, mais ils le disent quand même. Donc ils se posent pas la question. Vous les filles, allez-y. Allez-y, vous faites partie de la société, vous avez encore une fois des choses à dire et vous avez tout à fait raison. La société ne peut être représentée au sens large, quand je dis la société, dans un conseil municipal, dans une autre institution, que ce soit au Parlement également. Pourquoi il n'y aurait que la voix des hommes qui s'exprimerait? Les femmes, elles ont des choses à dire. Parce que leur vie quotidienne n'est pas forcément la même que celle des hommes, et donc c'est la complémentarité, c'est un apport essentiel pour la bonne organisation de notre société, je parle au sens large du sujet, et puis bien évidemment on a tous et toutes des avis sur des sujets de société, et on doit pouvoir le dire. Ne laissez pas les hommes le dire à votre place quand vous pouvez le dire très bien vous aussi. Donc allez-y, osez, et c'est vrai qu'il faut être un peu motivé, ne refusez pas et ne vous prenez pas la tête. Je vais vous faire une petite confidence. Je vous ai dit que j'étais élu au conseil régional de Basse-Normandie à l'époque en 2004. C'était mon premier mandat, c'est-à-dire que j'étais candidate pour la première fois et je me suis dit très bien, c'était pas ma famille politique qui était en responsabilité. Je dis pour un premier mandat, je serai dans l'opposition, ça va me donner de l'expérience. Manque de bol. Ou tant mieux, notre liste a été élue, donc voilà, c'est une nouvelle responsabilité. Et le président de la région constitue son bureau, son exécutif, avec des vice-présidents. Et à ma grande surprise, il me dit, Corinne, je veux que tu intègres la vice-présidence. Et bien là, si vous voulez, en 10 secondes, je me suis dit, parce que c'est pas évident, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que je dis? Je vais pas savoir faire, c'est bien gentil à toi, mais non, je refuse. Ou bien, je me dis, s'il me le propose, c'est qu'il a confiance en moi, et puis j'apprendrai et je retrousserai les manches. Et je me suis dit, ça se refuse pas. Et donc j'ai dit, banco, allons-y. Donc voilà, j'y suis allé, c'était pas simple, c'était pas naturel, mais voilà, il y a aussi parfois des mains tendues, il faut savoir les prendre au bon moment, mais vraiment, mesdemoiselles, allez-y sans hésitation et d'autres fois posez plus de questions parce que vos questions sont aussi intéressantes que celles de vos camarades garçons. J'ajouterais juste un petit quelque chose, c'est que à une jeune fille qui veut et qui souhaite et qui a l'occasion d'entrer dans un poste politique, il ne faut pas qu'elle lise sur une estrade un papier. Il faut qu'elle parle sans papier. Et ça s'apprend. C'est très facile.
Et c'est désastreux de voir quelquefois des propos très intéressants, mais qui sont lus et qui sont donc très peu écoutés. Donc ça, c'est un petit conseil pratique que je donne à celles d'entre vous qui souhaiteraient embrasser une carrière politique. Je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Madame Denis et puis aussi sur ce qu'a dit, je ne connais pas son nom, mais Kevin. Et c'est très bien qu'on ait une professeure de français justement ici. Je m'interrogeais sur notre langage, parce que car oui, il y a une sorte de supériorité masculine dans le langage. Je peux prendre 2 exemples. Par exemple, grammaticalement, le masculin l'emporte sur le féminin, et puis on retrouve certains mots comme un médecin qui ne se dit qu'au masculin. C'est peut-être justement parce que à l'époque il y avait seulement des hommes qui étaient médecins. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des progrès à faire dans ce domaine-là, ou est-ce que ce serait perdre une sorte de patrimoine historique ou linguistique? Je vais vous répondre très simplement, mais je ne dis pas du tout que je détiens la vérité. Excusez-moi, Madame Pelletier, juste. On me demandait 12 000 fois, est-ce que vous voulez qu'on vous appelle Madame la ministre ou Madame le ministre? Et je répondais, je m'en fous. Et franchement, c'était vrai. Parce que c'était pas ça qu'on attendait de moi, et c'est pas ça que je voulais apporter à la société dans laquelle je vivais. Alors votre question est très intéressante, et sûrement qu'il y a des quantités de personnes qui sont très sensibles à cette grammaire. Moi pas. Moi, peut-être juste pour dire, je pense que quand on peut féminiser des fonctions, il faut le faire. En ce qui me concerne, moi, je suis sénatrice. On peut dire Madame le sénateur, Madame la sénatrice. On m'a demandé au Sénat comment on souhaitait m'appeler. J'ai dit, moi, je suis basique. Je dis, je suis une femme, on peut féminiser, donc ce sera, je vous demande, Madame la sénatrice. Quand j'étais maire adjointe à Caen, je sais que j'ai demandé à être appelée Madame la première maire adjointe. Alors au début, on m'a dit, oh, ça va faire long sur le papier en tête. J'ai dit, je m'en fiche, je veux féminiser. Parce que je pense que, justement, par les usages de la langue, quand on entend un mot qui peut être une fonction, qui peut être féminisée, ça veut bien dire que derrière, il y a un individu qui est une femme et non pas un homme. J'ai des collègues, sénateurs, qui se font appeler Madame le sénateur. C'est leur choix, je le respecte. Mais voilà, dans le Calvados, j'ai été la première femme sénatrice. Ça a surpris beaucoup d'élus. Encore aujourd'hui, ah, vous êtes une femme. Oui, ça existe. Dans les parlementaires, il y a des femmes. Et voilà. Donc, pour vous dire que il y a toujours du progrès à faire, et que, en tout cas, je considère que en féminisant ma fonction, ça, voilà, que je m'appelle Corinne Ferré, j'ai envie de dire, tout le monde s'en fiche et ils ont bien raison. Mais pour le coup, moi, sur mon mandat de sénatrice, vous avez raison. Au moins ils se disent, ah oui, ça doit être une femme. Si c'est sénatrice, ça doit être une femme. Ben oui. Il y a une jeune fille. Il y a une question. Alors, si dans ce cas, ce sera la dernière question, parce que on a le temps pour une dernière question ou pas? Parce qu'à mon grand regret, après, on va devoir aller en cours. Déjà, je tiens à préciser que je pose pas une question parce que je suis une fille, mais en fait, je me demandais comment. Je tiens juste à préciser que je pose pas cette question juste pour poser une question, mais je voulais savoir, parce que Madame Monique Pelletier, vous avez parlé de la parité. Est-ce que vous pensez pas que... Vous voulez pas vous lever ? Est-ce que vous pensez pas que la parité, dans une certaine mesure, ça peut en fait réduire la femme à quelque chose de moins important, en fait, parce que si on est admise quelque part parce qu'on est une femme, est-ce que c'est pas descendant au final ? Oui, vous avez raison. La loi sur la parité, ça reconnaît un échec de la promotion des femmes. Mais nous nous étions renseignés auprès du Bureau international du travail et on nous avait répondu que s'il n'y avait pas de loi sur la parité, il fallait attendre 103 ans pour qu'il y ait une réelle parité dans les organes politiques en France. Alors nous avons pensé qu'il fallait mieux admettre un échec, espérant qu'il serait provisoire. Je n'étais pas du tout pour l'inscription de la parité dans la Constitution, parce que je pense qu'il aurait mieux valu attendre avec cette loi sur la parité.
Et vive la musique. Et peut-être ajouter, effectivement, quand on est obligé d'en passer par la loi pour que les choses se passent, c'est que quelque part, ça ne marche pas spontanément, naturellement. Donc cette loi, moi, je trouve que c'était une grande avancée pour les femmes. Et il y a eu d'autres lois ensuite qui ont aussi confirmé la place et toute la place que les femmes peuvent prendre en politique. Parce que la parité, comme son nom l'indique, c'est autant d'hommes que de femmes, mais on a vu aussi que certains préféraient payer une amende. Voilà, préféraient payer une amende. Certains partis politiques préféraient payer une amende plutôt que de laisser de la place aux femmes. D'autres préfèrent, sans que la loi n'oblige maintenant, disaient oui, sur ma liste il y a autant d'hommes que de femmes, mais les femmes elles se retrouvaient dans la deuxième moitié. Donc ça veut dire qu'elles avaient peu de chances d'être élues. Donc il a fallu que la loi sur des listes disent on a un principe d'alternance, un homme, une femme. Ce qui fait qu'a priori, il y avait autant, enfin, on va pas diviser en deux un homme ou une femme, mais a priori, il y avait à peu près autant d'hommes que de femmes. Puis ensuite, on s'est aperçu que la loi a imposé cela. Donc, dans un conseil municipal, par exemple, il y avait autant d'hommes que de femmes, mais les maires adjoints, je dis bien volontairement, n'étaient que des hommes. Il n'y avait pas de maire adjointeux. Donc, il a fallu que la loi dise aussi que dans l'exécutif, ça s'appelle ainsi le bureau, il y ait autant d'hommes que de femmes. Parce que les choses se font pas spontanément, naturellement. On vient de loin. On revient de loin et les choses vont de mieux en mieux parce que aux élections municipales, en particulier en celle de 2014, la loi qui n'imposait pas une parité dans les communes de moins de 3500 habitants, eh bien, dans ces communes-là, on a vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont voulu être sur des listes municipales, ont été élus, et ça se passe évidemment, parce que personne n'en doutait, ça se passe extrêmement bien dans les communes. Donc voilà, moi je veux être optimiste et dire qu'il a fallu que la loi impose, et ensuite, voilà, les choses bougent et les choses évoluent. Et les femmes, quand elles sont dans les collectivités locales en particulier, elles y sont parce qu'elles ont des choses à dire et des choses à faire. Elles sont pas là en marionnette, croyez-moi bien. Ah non, on arrête là. Bon. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà quoi. Et oui. Merci à tous d'être venus et merci d'avoir participé. Merci beaucoup Monique Pelletier, merci beaucoup Corinne Ferret.